Au cours des dernières années, nous avons étudié divers textes des Upanishads lors de nos cours du dimanche, tout en poursuivant l'étude de la synthèse du yoga le vendredi. La dernière fois que nous nous sommes réunis, nous avons étudié l'Upanishad du Kena et nous avions plusieurs options pour notre prochaine étude, notamment une étude approfondie des commentaires de Sri Aurobindo sur les Vedas et en nous concentrant sur certains aspects ou divinités qui seraient fascinants et importants. Cependant, j'ai décidé de choisir les 6 derniers chapitres du livre La vie divine. Je souhaite mettre cela en contexte car nous vivons une période de changement sans précédent dans le monde, où l'équilibre entre la percée évolutive spirituelle et la possibilité de régression et d'effondrement de la civilisation est précaire. Si l'avènement se produit, chaque effort compte, c'est pourquoi l'Avatar est venu et travaille encore aujourd'hui en coulisses. Sri Aurobindo nous a donné une abondance d'expériences spirituelles à travers ses textes pour soutenir ce mouvement, mais nous n'avons pas assez de temps pour tout étudier en profondeur. La mère a recommandé de lire les 6 derniers chapitres de la vie divine, qui portent sur la forme et le processus spécifique du yoga intégral, ainsi que sur le mouvement immédiat de l'évolution humaine. C'est donc ce que nous allons aborder lors de nos études du dimanche. Cependant, étant donné que le texte est plus long, détaillé et complexe, je propose de prolonger la durée des cours du dimanche d'une demi-heure. Ainsi, à partir de dimanche prochain, nous commencerons à 18 heures. Les 6 derniers chapitres suivent un certain schéma. Le premier chapitre, L'homme et l'évolution, décrit les processus et principes évolutifs essentiels et comment ils opèrent dans l'évolution humaine, ainsi que leur rôle dans l'étape suivante de l'évolution humaine. Le chapitre suivant est intitulé L'évolution de l'homme spirituel et traite du processus proprement dit de l'évolution spirituelle. Ensuite, dans le chapitre La triple transformation, nous abordons les spécificités de la transformation de la conscience et de la nature. Le chapitre suivant, La montée vers le surmental, montre comment ce processus de transformation est maintenant élevé à un travail supplémentaire, qui constitue notre objectif immédiat d'évolution. L'être gnostique, le chapitre suivant, décrit cette conscience dans laquelle se situe la prochaine étape de l'évolution et comment elle opère de manière collective dans le développement de communautés spirituelles, ainsi que les difficultés auxquelles elle sera confrontée dans ses travaux. Enfin, La vie divine est le chapitre final qui clôt cette discussion. Avant d'aborder l'homme et l'évolution de l'homme spirituel, nous allons commencer par la dernière partie du chapitre précédent intitulé Renaissance et autres mondes, karma, l'âme et l'immortalité, qui aborde certains aspects du processus karmique et de l'évolution de l'âme. Cette portion sur l'immortalité est ce que nous allons commencer à étudier car elle permet de placer notre effort actuel dans son contexte. Notre effort actuel est limité à 2 niveaux. Premièrement, nous manquons de clarté sur la nature de cet effort, nous ne sommes pas conscients des choses qui se passent en nous, ce qui rend difficile de les réorienter, de les modifier ou de les intensifier. Cette clarté se développe au fur et à mesure de notre progression. Deuxièmement, nous sommes confrontés à une contrainte de temps. Une seule vie humaine ne suffit pas pour mener cette transformation de la conscience jusqu'à sa complétion avec une transformation physique. La mère a suggéré qu'il est nécessaire de prolonger cette durée, soit en prolongeant la durée de vie humaine elle-même, comme cela est exploré dans certaines traditions passées et dans les recherches actuelles en génétique, soit en comprenant plus profondément le fonctionnement de la conscience cellulaire. Nous commencerons donc par comprendre la portion de texte sur l'immortalité avant d'aborder les 6 chapitres principaux qui sont notre objectif d'étude. Du point de vue technologique ou physique, il est possible de participer au travail de développement de notre personnalité, conscience et connaissance à travers plusieurs vies physiques. L'auteur souligne l'importance de pouvoir développer cette conscience, de manière à ce que même après avoir quitté notre corps physique et pris un autre, nous puissions continuer dans la même personnalité, évitant ainsi de recommencer à zéro et de perdre du temps. L'auteur suggère que ce travail pourrait être réalisé en 3 ou 4 vies. Cependant, il souligne également qu'il est erroné de considérer que la personnalité reste identique d'une vie à l'autre. Il explique que l'idée que la même personnalité revienne dans une nouvelle vie provient d'une vision superficielle de l'esprit physique qui ne peut pas voir au-delà de sa propre existence actuelle. En réalité, ce qui revient dans une incarnation ou une réincarnation, c'est l'être spirituel, l'entité psychique et la formation de nature qui sont essentiellement les mêmes, mais le corps physique et les circonstances peuvent changer. Ainsi, bien qu'une nouvelle vie puisse porter le même nom que la vie précédente, cela ne signifie pas que la personnalité sera identique. L'auteur souligne qu'il serait incorrect et injuste d'imposer à une âme de revivre exactement la même expérience. Il donne l'exemple d'une femme qui voulait que l'âme de son enfant disparu renaîtrait exactement de la même manière, mais le nouveau bébé avait des marques sur le corps indiquant la noyade dans une vie précédente. En conclusion, la personne peut avoir la même âme, mais une personnalité différente dans chaque vie. L'auteur souligne l'importance d'avoir différentes personnalités tout au long des vies pour pouvoir explorer les différentes facettes de la vie. Une seule personnalité ne peut explorer qu'un aspect limité de l'expérience humaine. Chaque nouvelle personnalité offre une nouvelle expérience et une nouvelle perspective. L'auteur fait référence à 3 aspects distincts de la personnalité, le cadre de soi, le développement de l'énergie et la forme physique. Chaque aspect peut être reproduit dans différentes vies, mais il est plus probable que seule une partie inachevée de la personnalité soit reproduite, tandis que les autres parties sont modifiées.
L'auteur partage également une expérience personnelle pour illustrer comment le cadre de soi peut évoluer tout au long de la vie. Il souligne que le but d'avoir différentes personnalités est de permettre une croissance et une compréhension plus profonde de la réalité de l'être incarné. Le développement de l'esprit se fait selon 3 facettes, la formation de l'esprit, les lignes d'intérêt et l'énergie. La formation de l'esprit dépend de la façon dont nous pensons, que ce soit de manière introspective, extravertie, curieuse, ou pratique. Les lignes d'intérêt varient selon le domaine de développement choisi, que ce soit la musique, les relations, ou la connaissance abstraite. L'énergie peut être introvertie ou extravertie, orientée vers la conquête de défis ou vers la création d'harmonie et le service des autres. Ces 3 facettes du développement de l'esprit peuvent être répétées dans une nouvelle vie si le travail n'a pas été achevé dans la vie précédente. Dans la plupart des cas où il y a une claire réminiscence d'une vie passée, celle-ci s'est terminée brusquement par un accident ou une mort inattendue. Les enfants qui se souviennent de leur vie passée donnent des détails précis sur leur identité, leur village d'origine et même leurs anciens parents. Ces souvenirs ne peuvent pas être attribués à des informations accessibles à l'enfant. En revanche, dans les cas où la transition entre vies s'est faite de manière harmonieuse, l'âme prend plus de temps à se retirer et à assimiler la vie passée avant de construire une nouvelle personnalité pour sa nouvelle direction d'évolution. Le choix de la nouvelle direction intervient souvent au moment de la mort dans la vie précédente, juste avant que l'âme ne se retire complètement. Dans cet extrait, l'auteur explore les expériences de mort imminente et l'impact qu'elles ont sur la conscience et la personnalité. Lors d'un accident de voiture, par exemple, la personne impliquée peut avoir le sentiment que tous les événements de sa vie passent devant ses yeux en un instant. Cette expérience se produit au niveau de la mémoire de l'âme, où toutes les significations et les choix de vie sont stockés. Lorsque l'âme envisage de quitter le corps, elle regarde en arrière pour voir ce qui lui manque encore et ce qu'elle veut expérimenter. C'est à ce moment décisif que le cours futur de développement de l'âme est déterminé. Après la mort, l'âme assimile la vie précédente et prépare une nouvelle expérience en ordonnant les expériences nécessaires, et à son évolution. L'âme choisit une nouvelle personnalité et l'infuse de cette intégration de la vie précédente. L'auteur souligne que rester constamment dans la même personnalité ou répéter les mêmes schémas de vie est une stagnation pour l'âme. Comme le nombre pi, l'âme est transcendante et ne peut pas être représentée complètement par des chiffres ou des relations physiques, elle cherche plutôt à s'exprimer à travers des formes parfaites et infinies. Dans cette synthèse, l'auteur explique que la personnalité est un concept temporaire formé par les couches mentales, vitales et physiques d'un individu. Cependant, la vraie personne est l'entité psychique qui donne naissance à cette personnalité temporaire. L'auteur souligne que la croissance de l'esprit, la progression constante de la nature et le changement de soi externe sont tous interconnectés. Si on priorise la croissance interne de l'esprit, les autres aspects suivront naturellement. De plus, l'auteur suggère que si ces 3 types de changements continuent, il n'est pas nécessaire de prendre une nouvelle naissance. En effet, la personnalité elle-même évolue et grandit avec le temps. Enfin, l'auteur met en évidence le lien entre la croissance de l'âme et la personnalité temporaire, soulignant que la personnalité n'est qu'une manifestation superficielle de la vraie personne, qui est l'entité psychique. Lorsque l'âme entre dans le corps, elle apporte avec elle une certaine formation ou tendance qui s'imprime sur différentes couches. Ces couches correspondent aux vêtements que l'on porte. La couche intérieure est la plus profonde et protège l'âme. Ensuite, il y a la couche expressive, qui montre notre personnalité extérieure, et enfin la couche la plus rigide, qui nous protège du froid. La formation de l'âme se fait à différents niveaux, en fonction de sa maturité. Une âme moins mature accepte simplement les formations préexistantes, tandis qu'une âme plus mature peut influencer consciemment le processus de formation. Ainsi, un enfant peut naître avec des caractéristiques distinctes de ses parents, influencées par l'âme qui le façonne. Outre l'empreinte physique, l'âme laisse également des empreintes mentales et vitales, qui peuvent modifier la forme physique. Par exemple, si le corps est capable de contenir une plus grande quantité d'énergie, il se redimensionnera en conséquence. Ces empreintes se manifestent dès la naissance de l'enfant, à travers sa vitalité, sa curiosité, ou d'autres traits de caractère. Les parents peuvent déjà observer ces caractéristiques dès le plus jeune âge de leur enfant. Cette infusion initiale de l'âme sert de base à l'ensemble de notre parcours de vie et peut être reconnue tout au long de celui-ci. À chaque retour sur Terre, l'âme construit une nouvelle formation adaptée à une nouvelle expérience et à une nouvelle croissance. La personnalité accumulée au fil des vies ne se manifeste pas en entier, mais seulement une partie sélectionnée pour chaque nouvelle incarnation. Par exemple, un musicien de génie dans une vie antérieure peut ne pas montrer son talent musical dans cette vie-ci, ou seulement dans la mesure où cela est nécessaire pour son développement artistique. Ainsi, notre personnalité actuelle est seulement une partie limitée de notre potentiel de vie antérieure. Dans cet extrait, l'auteur discute du processus de réincarnation de l'âme. Il explique que chaque fois que l'âme revient sur Terre, elle se forme une nouvelle personnalité adaptée à une nouvelle expérience et à une croissance personnelle. L'auteur utilise l'analogie d'un point qui choisit de se voir à travers un cadre rectangulaire pour rencontrer l'univers. Il mentionne également que l'âme élargit sa conscience et son champ d'expérience au fur et à mesure de sa croissance.
Lorsque l'âme se sépare de son corps physique, elle garde temporairement ses formes mentales et vitales avant qu'elles ne se dissolvent progressivement. L'expérience de séparation est suivie d'un sentiment de libération et d'élargissement de la conscience. Les attachements et les expériences spécifiques s'estompent, mais certaines valeurs plus profondes restent, ainsi que certaines compétences acquises au cours de la vie précédente. L'auteur souligne également que lors du choix d'une nouvelle incarnation, l'âme peut intégrer des éléments provenant de vies antérieures qui peuvent sembler sans rapport apparent, mais qui sont en réalité liés à la nature de la conscience de l'individu. Par exemple, une âme qui a développé une relation avec les énergies des cristaux dans une vie antérieure peut avoir une attirance pour la collecte de beaux cristaux dans une incarnation ultérieure. Cela peut être lié au travail de l'âme pour apporter des idéaux supérieurs dans la matière. Le fait de ne plus s'engager avec l'énergie à travers les cristaux enlève la vitalité et la beauté infinie qu'ils irradient. Cependant, il y a tellement de nuances intéressantes qui apparaissent lorsque l'on regarde les vies passées et les relations. Cela ajoute à la richesse de l'expérience et nous rappelle que cette vie spéciale est soutenue par tant d'autres vies et personnalités. Ces facettes de personnalité, provenant de vies antérieures, contribuent de manière subliminale au nouvel être formé. Parfois, des éléments spécifiques peuvent être mis en lumière pour servir un objectif précis. Dans l'ashram, il était courant que la mère raconte la vie antérieure d'une personne. Par exemple, Ben Seave était un général durant la Révolution française. Lorsqu'il en prit connaissance, il fut profondément troublé par sa responsabilité dans tant de morts. Cependant, cette qualité de héros était présente en lui et pouvait être sollicitée à l'occasion. Dans la vie de l'ashram, il n'y avait pas de besoin d'une personnalité de général guerrier, mais il pouvait apporter cette énergie quand cela était nécessaire. Il est fascinant d'observer les différentes facettes de la personnalité et de voir d'où accent grave elles viennent. Cela souligne la richesse du processus de renaissance et réfute l'idée simpliste selon laquelle on prendrait juste une nouvelle personnalité à chaque vie. Il y a une riche interaction entre de nombreuses personnalités en arrière-plan, contribuant chacune à leur manière à la nouvelle formation. Il est possible qu'une personnalité totalement opposée à celle qui était dominante précédemment émerge. Les nouvelles incarnations peuvent exhiber des caractères, des tempéraments et des capacités très différents de la vie précédente. Les potentiels peuvent être prêts à émerger, tandis que d'autres choses ont été gardées en réserve dans la vie précédente pour être travaillées dans une combinaison plus propice à un moment ultérieur. La complexité de la renaissance se révèle véritablement ici. Les choses qui ont été développées dans une vie antérieure peuvent être à présent pleinement exploitées, tandis que d'autres sont encore en cours de développement pour un autre objectif. Tout le passé est présent avec son élan accéléré et ses potentialités pour la formation du futur, mais tout n'est pas manifeste et actif en même temps. Tout est là, en attente. Il est même possible, si la situation l'exige, de puiser à l'intérieur de soi et de faire émerger un aspect de soi qui n'a jamais été exprimé dans cette vie, mais qui a été développé auparavant, et qui vient aider avant de se retirer une fois sa mission accomplie. Plus il y a eu de formations différentes dans le passé et plus elles peuvent être utilisées, plus les expériences accumulées sont riches et multiples. Le texte souligne la capacité humaine à acquérir des connaissances, à exercer son pouvoir d'action et à répondre de différentes manières à l'univers. Plus la personnalité humaine est riche et complexe, plus elle se rapproche d'une transition vers une étape évolutive supérieure. Cette évolution requiert un centre fort qui puisse intégrer et harmoniser cette complexité. Le texte souligne également l'importance de se préparer dans cette vie pour une transition consciente vers un état supérieur, en conservant les acquis de la personnalité et de l'expérience. Pour ceux qui ont eu la chance d'avoir un contact avec des figures spirituelles, cela représente une précieuse opportunité qu'il serait dommage de perdre. La méditation est proposée comme moyen de réflexion sur ces idées.